troisième conférence. Après avoir regardé ce qui se passait dans la nature, mais du point de vue des animaux, avoir réfléchi sur les récits de la survie et de la fin du monde aussi tout à l'heure. Maintenant, on va essayer d'avoir un autre regard, et je trouve que c'est important d'avoir un regard à hauteur d'homme. C'est un peu ce qu'on va vous proposer maintenant. Et on a la chance d'avoir parmi nous Tim Patch, ici présent, qui a une expérience unique, en tout cas exceptionnelle, pour ce qui est d'expérimenter justement vivre, survivre peut-être, il nous le dira, dans la nature avec un minimum d'artifice, essayer de voir quelles sont les opportunités, mais aussi les dangers que ça nous offre. Alors il a un CV impressionnant, quand on lit à propos de lui, il est chasseur et artisan de la préhistoire, archéologue expérimental, qui passe une partie de sa vie au Canada et près du cercle arctique. Et donc on se réjouit d'entendre ces récits justement à la première personne, de cette survie, mais qui n'est pas une survie peut-être du quotidien de nos vies très technologiques, mais la survie du retour à la nature. Donc sans vous attendre, je vous remercie d'être avec nous et je vous passe la parole. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là à ces heures qui sont très tardives pour moi. J'ai une petite fille de 2 ans qui me tient souvent éveillée au milieu de la nuit, alors à 22h je commence à piquer du nez, mais normalement ça devrait aller. Je vais aussi essayer de tenir le timing qui est à la fois court et long, ce qu'on va voir, de façon à ce qu'on puisse échanger un petit peu. Alors merci pour cette présentation. Le mot survie qui a été évoqué, j'aime bien l'utiliser, en plus ça tombe bien, c'est le thème de la soirée. Et puis pour moi le mot survie c'est un mot que j'essaye d'éviter en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais d'abord commencer par me présenter, et puis vous expliquer un petit peu ce que je fais plus précisément, et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de vous parler de ce que j'appelle renaturer le moderne, parce qu'en fait, effectivement, si ma pratique d'archéologie expérimentale, de trappeur, chasseur, ce que vous voulez, m'a permis de vivre très proche de la nature avec très peu, c'est pas un but en soi. Et en fait, ça m'a amené à certaines conclusions qui, voilà, vu l'urgence aujourd'hui, je crois, sur plein de thèmes que vous connaissez sans doute très bien, sur l'écologie, sur un questionnement qu'on a à propos de notre civilisation, je pense qu'en fait, de se rapprocher de la nature nous donne certaines clés. Et je vais en parler plus précisément. Excusez-moi. Plus précisément, dans mon contact avec les peuples racines, les peuples premiers, qu'on trouve encore un petit peu partout sur Terre. Donc, voilà, je m'appelle Tim Patch, j'ai 34 ans cette année, et puis ça fait 12 ans environ, ça fait 12 ans maintenant, que je vis, alors ça dépend des années, entre 6 et 10 mois par année, au Yukon, qui se trouve donc au Canada, au nord-ouest canadien, et qui est juste à côté de l'Alaska. C'est très au nord. Si on voulait ramener ça sur la carte européenne, le Yukon serait en fait comme un pays scandinave. On a la partie sud qui est donc au 60e parallèle, et puis la partie nord qui est au-dessus du cercle arctique, au-dessus du cercle arctique sur la mer de Beaufort. Voilà. Donc je suis parti là-bas il y a 12 ans environ pour mettre en pratique des gestes, des savoirs de la préhistoire que j'ai pu apprendre ici en Suisse principalement, mais aussi en France. Et puis en fait j'avais l'impression que dans le domaine de l'archéologie expérimentale, lorsqu'on essaie de comprendre nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il manquait 2 choses selon moi. C'était le premier, c'est qu'on avait beaucoup de peine à avoir une idée, à se représenter ses ancêtres, parce que presque rien ne nous est arrivé d'un point de vue culturel. Encore, c'est quand même un phénomène très curieux de savoir qu'en Europe, on est quand même les seuls sur cette planète à ne plus avoir de peuple racine. Vous épluchez les atlas, vous verrez que partout, ailleurs, il y a encore des peuples premiers. Il n'y en a plus pour très longtemps, mais il y en a encore. Mais en Europe occidentale, il n'y en a plus. On en trouve éventuellement encore, c'est vrai, au nord de l'Europe. En Scandinavie, avec notamment les Samis, anciennement Lapons. Ce seraient les seuls, finalement, chasseurs-cueilleurs, enfin éleveurs aujourd'hui, mais qui sont des peuples premiers. Sinon, nos peuples premiers, ils ont été éteints il y a un bout de temps. Donc voilà,
il y avait ce premier problème qui pour moi est un problème assez important, hein, quand on essaie de comprendre ce qui se passait ici il y a 10 000 ans. S'il ne nous reste rien d'un point de vue culturel, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est que dans nos réglementations en Suisse, par exemple, et puis aussi dans notre impact sur la nature, c'était très difficile de se représenter une nature entre guillemets vierge. Et comment, par exemple, tester des objets, donc en restant très pragmatique et très concret, comment tester la chasse à l'arc du temps du Cro-Magnon, par exemple, donc de la fin de la préhistoire, si on n'a plus la faune, plus la flore, et qu'en plus on n'a pas le droit de chasser à l'arc. Ça devient compliqué. Donc moi j'avais besoin, à 20 et quelques années, j'avais envie et besoin d'aller dans un endroit où tout ça était possible. Le Canada le permettait, parce qu'il y a encore des grands espaces évidemment, il y a encore des troupeaux relativement intacts, on a une faune et une flore, dès qu'on est au nord, qui ressemble à ce qu'on avait en Suisse, entre les deux chaînes de montagnes du Jura des Alpes, il y a environ 10 000 ans. Donc à ce niveau-là, c'est suffisamment similaire. Mais surtout, on a encore des peuples racines qui font qu'il y a toujours un droit ancestral de chasse à l'arme traditionnelle, donc à l'arc. Ce qu'on n'a pas en Suisse. En Suisse, si vous parlez de chasse à l'arc, les chasseurs vous diront que c'est pas possible de tuer des animaux avec un arc fait d'un bout de bois et une pointe en silex. Alors que nos ancêtres l'ont fait pendant longtemps, sinon ils ne seraient pas là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené là-bas. Et puis en fait, en rentrant en contact avec cette nature, et puis volontairement, je ne m'étalerai pas ce soir là-dessus, je vais vous raconter des anecdotes, mais je ne vais peut-être pas aller dans le détail de ce qu'ont été ces 10 années que j'ai passées progressivement dans le bois. Elles m'ont amené à certaines conclusions. Ce soir, je trouvais plus intéressant de développer finalement ce à quoi ça m'a mené. Si vous voulez voir à quoi ressemble ce cheminement, il y a 2-3 petits trucs sur internet, notamment une émission qu'on a fait avec Passe-moi les jumelles, qui est à mon avis très bien, qui représente bien ce parcours-là. Donc moi en fait je me suis senti un tout petit enfant en arrivant dans la nature, dans ces vastitudes, dans ces forêts qui sont infinies. On a vraiment une échelle qui est incomparable. Je veux dire, le Valais pour nous c'est une grande vallée. Le Rhône c'est correct comme fleuve. Là-bas c'est un ruisseau. Et puis le Valais c'est une vallée parmi 1000. Il y en a encore une, puis il y en a encore une, puis il n'y a personne, il y a des centaines de kilomètres. Donc, bref, c'est vraiment des proportions qui sont étonnantes. Et moi, je me suis retrouvé terriblement démuni en fait face à ça. J'avais les idées, mes concepts en arrivant de la Suisse, avec le savoir que je croyais être relativement bon. Je sais me débrouiller dans la nature, je connais les plantes, je sais lesquelles consommer, j'ai les techniques, je sais allumer du feu avec le bout de bois. Enfin, j'aurais pu énumérer comme ça un tas de techniques. Mais en fait, une fois dans la nature, je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'était toute la partie invisible, c'est-à-dire tout le rattachement culturel de ces techniques. Une technique en soi est bien quelque chose si elle n'est pas reliée à une histoire, si elle ne nous relie pas à un contexte justement culturel, qui ne nous relie pas à nos racines. Et en fait, moi, tout d'un coup, je me suis trouvé emprunté au bout de quelques temps dans cette nature, à vouloir mettre en pratique des choses que je maîtrisais techniquement, mais qui n'arrivaient pas à faire résonance avec quelque chose de plus profond, qui aurait été mes racines. Et donc, quelque part, j'ai développé avec le temps là-dedans, l'idée que nous étions orphelins du sauvage. Voilà. Donc, je pense que c'était une de mes premières conclusions, à force d'aller-retour, c'est de me rendre compte qu'au final, on est tellement déconnecté de nos origines, ou des origines qui seraient les nôtres, de chasseurs-cueilleurs, ceux qui vivaient ici il y a encore 7000 ans environ, 6000 ans, qu'en fait, il ne reste quasi rien de ça. Donc, quand on veut se remettre dans un contexte justement de nomadisme, de chasse et de collecte, alors on est terriblement démunis d'un point de vue des représentations. On n'a pas contrairement à d'autres peuples, on n'a pas, je sais pas moi, le mythe de tel arbre qui nous dit, qui nous donne confiance lors de telle chasse, ou qui nous dicte que tel fruit se récolte à telle saison. Parce qu'il y a une histoire qui nous dit qu'un premier humain avait blablabla. Enfin, vous les connaissez ces histoires. Vous avez souvent lu, mais elles sont souvent reliées à d'autres peuples. Alors, les contes d'Afrique, les contes de Sibérie. On a nos contes des Alpes, mais ils ne sont pas les mêmes. Parce que justement, ces peuples premiers ont disparu depuis longtemps. Voilà, donc du coup, pour moi, c'était vraiment important de m'apercevoir que si je voulais aller plus loin dans ma quête, si je voulais vraiment toucher du doigt ce qui m'intéressait, c'est-à-dire vivre dans la nature, mais vivre en connexion avec cette nature, qui est quelque chose
j'avais toujours l'impression qu'il y avait comme un film entre cette nature et moi, par manque justement de dialogue, on va dire. Voilà. Et j'ai mis beaucoup d'années à mettre le doigt sur ce mot, qui serait le dialogue. C'est-à-dire, finalement, la nature n'est pas juste une ressource, mais elle devient un être, et puis on est constituant de cet être. Donc, comment rentrer dans la nature, finalement? Comment devenir partie prenante? Et puis ce dialogue-là, moi-même, j'arrivais pas à l'inventer. Donc il fallait que j'aie retrouvé d'autres cultures qui auraient encore ce dialogue. Donc voilà comment je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait vraiment que je me rapproche des derniers peuples racines qui existeraient. Alors pour moi, c'était au Canada, dans un premier temps. Je parlerai peut-être un tout petit peu, parce que dans un deuxième temps, je travaille aussi avec un peuple qui s'appelle les Kogi, en Colombie. Alors c'est pas directement moi qui suis lié à eux, mais j'ai été amené à travailler un peu avec eux. Mais donc moi, c'est plutôt les peuples racines qui sont au nord du Canada, nord-ouest, donc le Yukon, et puis plus récemment aussi la partie centrale. Il y a beaucoup de peuples différents. On dirait les Amérindiens, mais en fait, dans la grande famille des peuples, des Premières Nations, comme ils s'appellent eux-mêmes en Amérique, il y a des cultures qui sont aussi différentes qu'un Chinois pourrait l'être, d'un Allemand qui pourrait l'être, d'un Finnois. Bref, c'est vraiment terriblement diversifié. Donc ces peuples racines, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Et finalement, c'est ça qui devient pour moi la partie centrale de mon travail. C'était alors, dans un premier temps, j'ai voulu comprendre au travers de leur expérience comment me rapprocher de la nature. Et puis au final, ça m'a beaucoup raconté de ce que nous avons perdu. C'est-à-dire que petit à petit, au lieu de juste nourrir ma curiosité peut-être un peu égoïste, c'est-à-dire comment est-ce que moi, Kim Page, je peux vivre dans cette nature et avoir une relation avec cette nature, et doucement, ça a pointé du doigt tout ce que nous n'avons plus, nous, finalement, en tant que civilisation. Et puis il y a beaucoup de choses à dire, en fait, c'est énorme, c'est terriblement, il faudrait des heures, des jours, des mois, et j'ai pas fini de travailler, je peux vous dire. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses, tout ça à voir avec nos représentations. Et ça m'a amené en fait à beaucoup de conclusions. J'en ai noté quelques-unes, j'ai pris, parce que je me suis dit sinon on va partir sur des heures de blabla. Mais une chose par exemple qui est vraiment intéressante, c'est déjà de remarquer que lorsqu'on arrive dans une culture ou autre, justement, de ces peuples racines, donc les peuples racines, souvent, ils sont... donc là, j'ai quelques photos d'ailleurs que j'ai mis plus par... bon, c'est moi qui croule sous un... ce que je voulais vous montrer pour me présenter. C'est mon pactage souvent, avec des arcs en dessous, et puis beaucoup de choses que je récolte, et puis au bout d'un moment, il fait 35 kilos, mon sac, et puis c'est dur. Voilà des endroits dans lesquels je me suis baladé longtemps et je me balade encore. Bon, j'ai mis quelques photos comme ça. Voilà des expérimentations d'immersion avec des gens européens. C'est un porc-épic. On rentre de la chasse. Voilà, donc j'ai testé d'abord, comme je vous ai dit, beaucoup de choses seul ou avec des gens qui sont venus me rejoindre. Mais dans un deuxième temps, il y a vraiment eu ce besoin de me rapprocher de ceux qui savent encore, qui sont les peuples racines. Et puis, les peuples racines, il y en a un peu partout sur Terre. Je vais m'arrêter sur cette photo, parce que pour moi, elle est assez représentative de ce que je vais dire ensuite. Donc pour moi, un des constats peut-être qui est le plus marquant pour moi, c'est que quand on arrive dans des villages de ces peuples-là, qu'on appelle souvent aussi les peuples invisibles, parce qu'en fait, ils ont un minimum de développement technique. C'est souvent ça aussi qui fait alors sauf là où doucement on les a, comme au Canada, quelque part on leur a forcé la main, puis on les a forcés à se sédentariser, donc à avoir des maisons. Ailleurs, en général, souvent ces gens-là sont relativement visibles. Si vous voyez ici, voilà ces huttes, elles sont devenues grises parce que les végétaux sont devenus gris, mais sinon, on ne verrait même pas les maisons, ça serait tout vert. Donc c'est vraiment le peuple invisible, il y a juste le minimum nécessaire, les gens vivent très bien comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a des populations qui vivent et qui arrivent très bien à vivre, donc les gens ont l'air tout à fait heureux et normaux, sans police, sans justice, sans... il n'y a personne pour contrôler, il n'y a pas besoin de juge, il n'y a pas besoin
tout ce que nous déployons pour tenter, coûte que coûte, de faire en sorte que les populations soient en sécurité, que les gens suivent les directives, chez eux, ça semble spontané, à première vue. Hein. En fait, ça ne l'est pas. C'est beaucoup de travail dans tous ces peuples-là, mais c'est un autre travail que nous. Et en fait, ce qui pour moi est devenu très intéressant, c'est de voir que souvent la clé pour tenter de comprendre pourquoi finalement ça marche si bien dans ces populations-là, bon, vous pourriez me dire que c'est parce qu'ils sont des petits nombres, c'est vrai que ça doit avoir, mais alors du coup, ils ont su rester un petit nombre. Et en fait, la clé, c'est les principes du vivant, tout simplement. Parce qu'en fait, eux sont toujours, et ça je le vois, hein, qu'on soit en Colombie comme ici chez les Codis ou au nord du Canada, on a des peuples qui, profondément, dans leur cosmogonie, considèrent qu'il y a des règles immuables qui dirigent l'univers. Alors, pour nous, tout va bien jusqu'à là, tant que je parlerai de physique. Hein. Il y a des règles immuables qui dirigent notre univers. Par contre, ça se corse quand ça arrive dans ce qui est de la biologie ou du social, de la culture. Bien pour eux, ces lois-là sont tout aussi immuables dans la nature, d'un point de vue biologique ou culturel. Et puis, l'humain, faisant partie de la nature, est soumis à ces règles de la même façon. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Donc, en gros, le seul choix qu'on a en tant qu'humain, quand on fait partie de ces peuples-là, en général, c'est qu'on a le choix de tenter de respecter ces principes du vivant, et donc de maintenir un équilibre, finalement, et c'est ça tout l'enjeu de ces peuples. Ou alors, on ne respecte pas l'équilibre et il y a des conséquences. Et donc, finalement, c'est intéressant parce que de voir, en fait, une population avec, une société avec cette règle-là, ça donne toute une autre vision sur des choses que nous connaîtrions. Par exemple, chez les Kogi, lorsque un jeune fait une bêtise, je sais pas, il vole une mule, il descend au village voisin pour aller voler des poules et puis rien dans la nuit, on l'attrape, on ne va pas le pointer du doigt. En fait, ce qui va se passer, c'est que le village entier va se réunir, il va se demander qu'est-ce que nous, en tant que village, dans son ensemble, avons fait de déséquilibrant pour que ça s'exprime de cette façon-là. Donc finalement, la culpabilité, elle est collective, c'est toujours le souci d'équilibre. Quand quelque chose de déséquilibrant, déséquilibré arrive, alors on se dit, ok, ça veut dire que le corps social a finalement loupé sa tâche d'équilibre. Donc on va tenter de rééquilibrer. Et donc, ça amène à, finalement, ce qui est très intéressant aussi, c'est de remarquer que dans cette optique-là, d'équilibre, alors le progrès ne peut pas exister. Je l'explique vite fait. C'est que, certes, on a des adaptations. C'est-à-dire que si on regarde, et les anthropologues ou les archéologues le verront très bien, on a des cultures qui sont adaptatives, très clairement. Mais elles sont justement, l'adaptation se fait dans l'idée de l'équilibre. Donc aussitôt qu'on a attrapé l'équilibre, la tâche matérielle, on va dire, est remplie. On n'a pas besoin de se préoccuper plus que ça. Donc ça fonctionne, on est en équilibre, donc on peut aller danser. Nous, dans l'idée du progrès, on continue. C'est-à-dire qu'on améliore quelque chose, on arrive peut-être à un état d'équilibre, mais on va continuer, parce que si on rajoutait ça, ça marche. Et donc dans cette idée de progrès, finalement, on va se détacher du principe d'équilibre. Et souvent le progrès qui nous donne l'impression, peut-être d'un point de vue soit momentané, soit égoïstement pour une certaine partie de la population, voire tout à fait égoïstement et personnellement, des améliorations, et peut-être qu'elles génèrent beaucoup de déséquilibres par ailleurs. Et puis alors, je n'ai pas besoin de vous faire la liste, je parle et j'imagine. Donc, voilà, ça c'était les deux choses que je voulais vous citer. Maintenant, un petit point, je fais une petite aparté sur... parce qu'on pourrait croire que je suis en train de dire que, en gros, ces gens-là, ces peuples racines, sont merveilleux, ils n'ont pas de défauts, puis nous, on a tous les défauts. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt, je pense qu'en fait, on a des cultures qui n'ont pas le luxe de croire que l'humain est parfait ou est perfectible. On est face à des sociétés qui considèrent que l'humain a ses défauts et qu'on fait des sociétés en fonction de ces défauts. Donc on sait comment encadrer ces défauts. Nous, peut-être que dans une civilisation avec cette idée de progrès, on a tendance à faire déborder le progrès aussi sur la perfectibilité des êtres. Je pense, c'est ma théorie, je vais garder ça pour moi, comme étant juste mon opinion, mais j'ai l'impression que quand on s'étonne qu'il y ait toujours autant de délinquance alors qu'on met des mesures, ou qu'il y ait toujours autant d'accidents de voiture malgré tous les efforts qu'on fait,
on est quelque part étonné que l'humain ne se perfectionne pas, j'ai l'impression. Alors on va rajouter des lois, on va rajouter des trucs, des machins, en espérant qu'en faisant plus de, entre guillemets, ce qui ne fonctionne pas, on ait un résultat un jour qui fonctionne, par magie. Alors moi j'ai vu l'inverse, j'ai vu des peuples où justement, parce qu'il n'y a pas de police, parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas tenir les gens, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'argent non plus, donc les gens, s'ils veulent partir de ce village, hein, il n'y a personne pour les retenir, c'est pas... Donc, d'être là, c'est une responsabilité, une co-responsabilité de tout le monde. Et donc, on fait avec les tendances humaines, justement, parce qu'on les a compris et qu'on a compris qu'en pensant avec et non pas contre, on arrive à être efficace. Voilà. Ça m'amène à mon dernier point. Doucement, je ne me rappelle même pas ce que j'ai mis. Voilà, je vous ai mis quelques photos. C'était vraiment pour évoquer. Donc, voilà les coquilles de Colombie qui sont au nord de la Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, et qui sont un peuple assez particulier. Je peux vous en toucher un mot parce que eux, en fait, ils ont eu 500 ans pour entre guillemets s'habituer au contact occidental. Et puis, étonnamment, de toutes les cultures amérindiennes, ce n'est une qui a peut-être développé les meilleurs outils pour ne pas se faire absorber par notre civilisation. Donc, ils la connaissent très bien, notre civilisation. Hein. Ils la côtoient, c'est juste en dessous de chez eux. Hein. Ils sont dans une énorme montagne. Ils ont qu'à descendre un peu et ils sont en contact de la civilisation. Mais, pour une raison qui demande un peu de développement, en fait, ils ne sont pas tellement attirés par notre civilisation. Donc, c'est intéressant parce qu'eux, du coup, ont des outils vraiment pour préserver leur culture. Là où d'autres cultures, et vous le savez peut-être, en Amazonie, ou moi je le vois justement au Canada, on a des cultures qui sont en train de périr, vraiment. Et on s'en rend pas compte. Et c'est quelque chose qui fera sans doute jamais la une des journées. On va plutôt parler de la perte de l'ours, et je dis pas qu'il faut pas sauver l'ours blanc, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est aussi grave la perte de ces cultures aujourd'hui, et ça fait pas une ligne dans les mots, hein. Alors qu'aujourd'hui on perd chaque année des centaines de dialectes sur Terre. Et avec chaque dialecte, on perd une culture. Donc pour moi, c'est tout aussi important de pointer du doigt ce phénomène-là de disparition. Une autre chose qui pour moi me semble importante, c'est qu'en fait, on pourrait parler finalement de monoculture aussi pour la culture non agricole. Hein. Vous savez, on parle de monoculture dans l'agriculture. En fait, c'est ce qu'on a fait longtemps en agriculture, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau culturel sur cette planète, j'ai l'impression, dans une civilisation. Alors, c'est sans doute pas consciemment, mais la machine absorbe doucement les autres cultures. Et voilà, vous voyez, aujourd'hui, ça ne nous choquerait pas si derrière ces gens-là, on construisait une maison en béton, on aurait marqué école dessus. C'est important que tout le monde ait accès à l'éducation, certes, mais quelle éducation? Donc ça ne nous choquerait pas qu'on leur apporte notre école là-bas. Par contre, imaginez que ces gens-là débarquent dans une de nos écoles, ils viennent nous expliquer comment eux voient l'éducation. Ça nous ferait doucement rire. Et puis ça, à mon avis, c'est peut-être le plus gros danger face auquel on est exposé, notre civilisation, c'est de croire qu'il n'y a qu'une façon d'être humain sur cette planète. Il n'y a qu'une façon, c'est dans une démocratie. Il faut que ce soit démocratique, il faut que tout le monde sache lire et écrire. On se posera la question. Du coup, on envoie des ONG à gauche, à droite, on construit des écoles, mais en fait, en construisant des écoles, souvent, et là, en l'occurrence, on détruit une culture en faisant ça. Parce que, et là, je prends l'exemple très précis des Khoikhoi qui sont dans le désert de Namibie, le désert du Kalahari. En fait, récemment, j'ai vu un reportage d'un ethnologue que j'ai pu rencontrer à Nice. Et puis, en fait, au bout de 20 minutes de son reportage, je me dis, mais c'est marrant, j'ai pas vu un enfant dans le reportage. Puis quand je lui demande, il me dit, mais c'est normal, parce qu'en fait, les enfants, pour aller à l'école, ils partent 2 semaines à la fois. Parce que c'est très loin. Ils n'ont pas de véhicule, hein. Mais ils sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc ces enfants qui viennent qu'un week-end tous les 15 jours chez leurs parents au fond du désert, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont devenir après? Donc forcément ils vont s'occidentaliser, ça va devenir de plus en plus dur pour eux de revenir à ça. Et si on leur avait demandé avant, il est probable, et souvent c'est ce qui arrive, que ces peuples premiers en fait n'auraient pas voulu ce contact-là. On aurait dit mais non, on n'a pas forcément besoin de savoir lire et écrire. Et puis nous ça nous choquerait peut-être, mais en fait si c'est ça leur mode de vie, et puis que c'est ça qui est important pour eux, pourquoi
Est-ce qu'il devrait savoir lire et écrire? Donc voilà, à mon avis, le mieux que nous puissions faire aujourd'hui, c'est vraiment se poser cette question-là et puis se dire qu'est-ce que ces gens-là ont peut-être à nous apprendre d'essentiel sur le comportement humain que nous n'avons pas compris et qui peut-être est à l'origine de certains des déséquilibres que nous connaissons et que nous créons en fait. Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est ce que avec d'autres personnes on appelle le troisième monde. C'est-à-dire, donc, pour schématiser, on a le premier monde qui est l'homme et la nature, EST, qui fait partie de la nature. C'est la physis grecque qui ne séparait pas l'humain de la nature. Donc l'humain était constituant et constitué de la nature. Il n'y avait pas de séparation. Et puis, on a le deuxième monde, je crois que nous incarnons très bien, qui est l'homme et la nature ET, avec une séparation très claire, où il y a les animaux et tout le végétal, tout ce que vous voulez de l'autre côté, la nature extérieure, l'environnement, et puis nous de l'autre côté. Et puis aujourd'hui on voit bien qu'en termes financiers, je ne peux pas regarder sur Internet, mais je pense que parmi les plus grands financements juste après l'armée américaine, il doit y avoir pas loin derrière le travail qui se fait sur le transhumanisme. Le transhumanisme, si je le comprends bien, mais ce sera intéressant de discuter avec des gens qui sont entre guillemets pour, qui voient ça comme positif. Moi je le vois comme le détachement total, la tentative de détacher l'humain totalement de la nature. Donc pour moi, le troisième monde, alors il reste à inventer, en tout cas les bases de ce troisième monde, ce serait justement l'idée d'aller vers ces peuples-là et puis rentrer en contact avec. C'est le principe d'altérité en fait, c'est dire nous n'existons que par les autres. En fait, c'est que par la différence que nous pouvons nous observer nous-mêmes. Donc, nous autres civilisés avons la chance d'avoir encore des peuples qui sont tellement différents de nous qu'ils peuvent nous apprendre quelque chose sur nous. Le jour où ils ne sont plus là, ce sera plus compliqué. Donc ça c'est au nord, juste encore une petite photo. Et puis les chasseurs-cueilleurs ou les derniers peuples racines, ça peut aussi être ça, juste pour se rendre compte. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart de ces peuples sont complètement encerclés par la civilisation et se retrouvent retranchés dans les lieux les plus inhospitaliers, en général. Alors, quand le milieu inhospitalier est un désert, ça leur va. Mais parfois, c'est comme ici, c'est des zones où on leur a rien demandé, puis se retrouvent envahis par la pollution ou d'autres choses. Donc voilà, ça pouvait être la représentation des Inuits il y a encore un siècle. Et puis aujourd'hui, ça ressemble à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Inuits n'ont jamais demandé ça. Jamais. Le gouvernement est venu leur construire ça. Et ensuite, on les a obligés à se intéresser. Vous voyez toujours dans cette idée de finalement occuper. C'est ce que moi j'appelle la colonisation de l'imaginaire. C'est qu'en fait, on continue à coloniser dans l'imaginaire, dans la vision. Aujourd'hui, officiellement, le Canada n'est plus une colonie. On continue de coloniser tous les jours les quelques Indiens qui vivent encore différemment. Et voilà, je vous ai fait un dernier petit schéma qui, pour moi, et ce sera ma conclusion, après on discute. Voilà, pour moi, alors, c'est pas un programme que je vous propose ici, mais c'est plutôt une idée, entre guillemets, de ce que pourrait être une autre façon, pour nous autres occidentaux, de ça rapprocher à la fois de ces peuples premiers et puis de la nature. Donc, bon, je l'appelle le souffle vivant des hommes droits, ou hommes qui marchent debout, homostasis, un jeu de mots avec homéostasie. Parce que finalement, voilà, homo sapiens, qui pense, c'est très intéressant de penser, on peut penser dans le vide, on peut tourner à la vide, on n'est pas forcément connecté. Donc peut-être qu'en fait, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand l'humain se voit non pas comme juste être pensant, mais comme être résonnant, dans la résonance. Il accepte le lien, finalement, avec ce qui l'entoure. Et pour moi, ce sera un homme qui marche droit, qui est en équilibre, donc homostasis. Et puis alors, dans ce souffle, parce que j'aime bien l'idée du souffle, le souffle étant l'énergie première, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que j'ai dû me poser moi comme question, c'est quelle est ma démarche ? Et finalement, je fais quoi quand je prends un bout de caillou que je taille pour faire une pointe en silex, puis que je vais chasser un caribou comme ça, je suis en train de raconter quoi ? Qu'est-ce que c'est ? D'une part, est-ce que c'est justifié ou non, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, tant que j'avais pas compris ce schéma-là, j'étais pas tranquille, parce que j'étais juste en train de
de tenter d'aller vers quelque chose de sauvage. Mais il n'y avait pas d'équilibre dans la démarche. Et puis nous, enfin en tout cas moi, étant un civilisé, j'ai grandi à Moudon, dans l'Angla, j'ai fait mon gymnase à Lausanne. Je ne peux pas tout d'un coup juste prétendre être quelqu'un d'autre. Il faut que je fasse avec ça aussi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose en deux temps. Donc ici, à gauche, on a le monde rationnel, on raisonne avec l'esprit, hein, le monde sensé, et puis on l'aménage finalement. Voilà. Pour moi, ça représente bien notre civilisation, c'est comme ça en tout cas que je le vois. Et puis alors, l'acte féral, c'est un mot qui est peu connu, mais on parle de féralité pour les animaux, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez cité peut-être. Mais en tout cas, la féralité, c'est lorsqu'un animal domestique retourne à la vie sauvage. Alors, il ne va pas redevenir un animal sauvage comme il était génétiquement avant qu'il soit domestiqué. Il va se réinventer le sauvage. Donc ça, c'est par exemple, typiquement, on parle d'un chat féral, c'est des chats en compagnie qui redeviennent sauvages. Donc, l'acte féral, pour moi, c'est l'expiration, on fait le vide. C'est enlever des couches, c'est ôter tous les objets que nous connaissons doucement pour les remplacer, si besoin est, par un minimum. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est ce que je propose toujours dans des stages aux gens qui viennent avec moi. C'est vraiment l'idée de se défaire un maximum, parce qu'en fait, en se défaisant du matériel, on se défait aussi des peurs, de manquer. Et puis la nature, finalement, pour voir à tout point de vue, donc c'est très intéressant de se mettre dans un acte où volontairement, on se libère, on enlève des couches, on se rend disponible à ce que la nature a à nous offrir. Donc là, on va forcément, en faisant ça, se rapprocher, tout doucement, du monde si bien connu de ces peuples racines, qui est le monde relationnel. Donc on est en lien avec notre environnement. Pour eux, ça passe par justement être en lien avec les esprits, être en lien avec l'histoire des lieux, les racines, on les appelle les peuples racines. Il y a toujours cette idée de d'où je viens, d'où je vais. Donc on est dans le monde relationnel, on résonne avec le monde sensuel, donc il y a l'idée de résonance, on est en vibration. Il y a vraiment l'idée d'être constitué, de se constituer volontairement de ce qui nous entoure. Ça a beaucoup à voir avec le nomadisme, hein, ça forcément, parce qu'en étant nomade, on est naturellement dépouillé, donc on est obligé de faire confiance à son environnement. On n'a pas le luxe de stocker des affaires, et même pas de stocker des savoirs. Donc on est vraiment dans quelque chose de très dépouillé, on fait confiance. Et donc forcément, on raisonne. Et au lieu d'aménager, on ménage notre environnement. Parce qu'on est dans un... Alors, juste au-dessus, c'est pas pour rien. J'ai osé le mot sensuel, parce que pour moi, il y a une vraie sensualité à ça. C'est un rapport sensuel avec la nature. Et puis, ça nous ramène à l'inspiration, renaturer l'homme. On reprend tout ce qu'on a compris là-bas, et puis on le ramène chez nous. Là. Et puis ça, c'est la suite. La suite, je la connais pas, mais je l'espère. Grandement étant beaucoup plus connecté à la nature. Voilà, je vous remercie.